Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Par exemple, là, quand tu parles de les marques concurrentes qui viennent, parfois, on n'a même pas de contrat d'exclusivité. Je pense qu'il y a des niches de marques, par exemple, beauté, c'est impossible de faire un contrat d'exclusivité dans l'année, parce qu'après, c'est normal. Toutes les femmes, même pas influenceuses, on va acheter aujourd'hui un rouge à lèvres d'une marque, demain, mascara de notre marque. Pendant les voyages, on faisait des photos mode, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des marques brésiliennes pour la plupart, certaines françaises, pendant nos voyages en Amérique du Sud, et on faisait des photos, des catalogues même pour certaines marques dans des lieux paradisiaques. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois les Cool Couples avec Nicole Bernardès et Sylvain. On abordera leur histoire, comment ils se sont rencontrés et comment ils intègrent le petit Léon dans leurs aventures. On a parlé également de réseaux sociaux et de comment ils perçoivent aujourd'hui les nouvelles plateformes. Et on parlera également de voyage, de mode et du passage télé de Nicole dans Les Reines du Shopping. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Cyril, très bien et toi ? Super. Salut Cyril, ça va très bien. Salut Sylvain, merci de venir dans l'émission, je suis ravi de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, alors individuellement ou en groupe, pendant à peu près 2 minutes pour qu'on puisse définir votre univers ? Bon, je commence. Donc, je suis Nicole Bernardès, j'ai 37 ans, je suis brésilienne, je pense que ça s'entend, un petit accent. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis en France, donc je suis mariée à Sylvain. Monsieur Cool, sur Instagram. Sur les réseaux sociaux. 37 ans également, donc on a le même âge. Moi, ça s'entend aussi, je viens du sud-ouest de la France, donc un accent du aussi. Brésil. Le sud-ouest, ouais. Donc voilà, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, 8 ans... Qu'on est influenceurs et qu'on travaille ensemble en plein temps et qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. On vit de nos photos, de nos réseaux sociaux. Et voilà, et là on habite à Paris, nous, depuis 5 ans maintenant. Génial. Donc vous êtes Cool Couple sur Instagram ? Tout à fait. Et sur le blog. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi Cool Couple ? Alors, on voulait cette notion de couple. On voulait une petite notion de... Voilà, cool, c'était sympa. On voulait être un peu originaux. Et voilà, on trouve que ça sonne bien aussi, que ça collait bien. C'est parce qu'on est cool. En même temps, ça vous définit hyper bien. Donc ça, c'est sûr que pour l'instant, moi, ça me va très bien. Comment vous êtes rencontrés ? Vous êtes rencontrés au Brésil, en France ? Comment ça s'est passé ? On s'est rencontrés à New York. Donc, Sylvain, il habitait là-bas déjà depuis presque 5 ans. Et moi, j'étais en vacances. Je devais passer 1 mois et je l'ai rencontré dans une soirée. Et le charme français a opéré. Exactement, a opéré. Et elle devait passer 1 mois, elle en a passé 2, puis elle a changé son billet pour en passer 3, et puis elle a changé son billet pour en passer 6, et puis au final, elle a passé 1 an. Oui. Un voyage d'1 mois, ça a fini par faire un voyage d'1 an. Et à la fin, j'étais obligée de partir au Brésil quand même. Et on a passé 3 mois séparés un peu à distance. Et on a décidé de se marier. C'était vraiment l'histoire coup de foudre. Tout s'est passé hyper vite. Hyper improbable quand même. New York, ouais, français, c'est assez unique. À l'heure où les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres, voilà, nous c'était encore... surtout que j'étais là pour faire la fête. C'était 1 mois de fête. On s'est rencontrés dans une soirée. D'ailleurs, on ne s'est dit pas, je veux rencontrer l'homme de ma vie, mon mari, les pères de mes enfants. C'était pas le projet au départ, quoi. Ah non, pas du tout. Mais donc, on s'est dit que c'était vraiment, c'est le destin. Là, Moi, ce qui était très drôle ce jour-là, c'était que j'étais avec des potes et on s'était dit, les gars, aujourd'hui, on ne drague pas, on va pas voir les filles. Peut-être qu'elle est venue te voir, alors. Ah non, c'était lui qui m'a repéré. À part le blogging ou l'influenceur, est-ce que vous avez un autre métier ou une autre passion ?
Aujourd'hui, là, on vit vraiment de l'influence. C'est notre métier à plein temps. Ça fait 8 ans. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je me souviens presque pas de l'avant parce que j'ai commencé, ça fait 15 ans. J'avais commencé avec les blogs à l'époque. Et donc, à la base, j'ai fini mes études. J'étais censée être avocate, mais je n'ai jamais travaillé dans les domaines. J'ai juste fini mes études et j'ai commencé tout de suite après les blogs. Et à l'époque, je travaillais aussi comme mannequin. Mais Sylvain, il a eu son métier avant. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur dans le textile. Mm-hmm. Mon premier job, c'était aux États-Unis. C'est dans une boîte de consulting dans le prêt-à-porter. Et puis, c'est là où j'ai rencontré Nicole. Et puis, c'est elle qui m'a mis le pied dans les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas un smartphone. C'est elle qui m'a donné mon premier smartphone quand elle a changé le sien. J'avais pas Instagram. Moi, je voulais pas d'Instagram parce que je pensais que si on avait des réseaux sociaux, on était obligé de montrer sa vie privée. Et moi, ma vie privée, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de personnel. Et en fait, très rapidement, j'ai compris qu'en fait, les réseaux sociaux, tu contrôles complètement. Que c'est toi qui décides ce que tu montres. Et donc, t'es pas obligé de montrer ta vie privée. C'est ta version de l'histoire à toi que tu veux pour ça transmettre, que tu veux montrer. C'était même là qu'il a eu cette idée de Monsieur Cool parce qu'il voulait pas. Au contraire de moi, j'étais déjà Nicole Bernardet sur mon blog, sur Instagram, c'était comme ça. Et lui, il a voulu un pseudo, pour partager bien sûr la mode. Au départ, c'était vraiment sa passion. Mais pas forcément sa vie privée. Parce qu'il y a deux personnes, en fait. Je suis un peu schizo. Il y a Monsieur Cool. Toujours. Et Sylvain. Bah oui. Mais tous les influenceurs sont comme ça. C'est-à-dire que t'as un personnage public. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y en a qui montrent, surtout des filles un peu plus jeunes, qui montrent tout. Cette nouvelle génération, elle est sans filtre. C'est-à-dire qu'elle a une relation aux réseaux sociaux hyper transparent que nous, on va dire un peu plus âgés peut-être, on n'a pas. Parce qu'on n'est pas peut-être né avec, et eux, par contre, ils se disent ça y est, télé-réalité, ils montrent tout ce qui se passe dans leur vie, je fais pareil aussi. Oui, mais tu vois, la télé-réalité, t'en as qui ont 35 ans et qui montrent tout. Il y a des... Oui, ça, mais après, les publics, ils parlent plutôt le public, la cible. Moi, surtout, que je viens de cette époque du blog et tout, où au départ, les plus intéressants, c'était pas forcément de partager ma vie. Les gens, ils n'étaient pas intéressés qu'est-ce que je faisais tous les jours. C'était au départ, c'était vraiment, je partageais, c'était la mode, c'était ça ma passion. Petit à petit, ça a commencé quand on s'est mis ensemble, donc c'était les voyages. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est impossible de ne pas montrer non plus notre vie privée. Donc, il y a toujours un petit peu de ça, mais on essaie toujours, de garder cette une part de mystère. Une partie de notre vie quand même qui reste. Et aujourd'hui, entre vous deux, alors qui fait quoi ? Sylvain, tu fais quand même un peu de photographie, j'ai l'impression. Ouais. On est d'accord ? Ouais. On peut le dire. Après, comment vous répartissez les rôles, par exemple sur le blog ou sur les Instagram de chacun ? Alors ça, c'est plutôt clair sur l'Instagram de chacun. Mais Nicole est plutôt l'artiste, la directrice, celle qui a les idées. J'aime bien quand tu dis ça. C'est un peu ma muse. On enregistre, tu le ressortiras. Non, mais je lui dis pas souvent, mais je lui dis quand même. C'est elle qui m'inspire. C'est-à-dire que quand on a un job avec une marque, nous, on aime bien créer une histoire autour de ça. Et c'est souvent Nicole qui a l'idée. Elle dit, il faudrait faire ça, ça, ça. Et après, moi, je rajoute, elle m'inspire et j'ajoute derrière. Et puis, quand je passe derrière l'objectif, là, en plus, c'est quand il y a déjà l'idée, c'est très facile. Parce qu'en plus, parfois j'ai des idées quand même qui sont pas faisables, qu'il va me dire non mais tu comprends pas, là on est en contre-jour, technique est limitée. On n'a pas l'espace, aussi ça. Mais moi je suis vraiment, c'est exactement ça. Je suis très créative, j'aime bien créer une histoire. Et après, je pense que ça se complète. Et il a en plus aussi la partie que c'est lui que je peux dire que c'est un peu l'agent aussi du couple. C'est lui qui va faire tout ce qui est back office, tout ce qui est derrière tout ce qui est commercial, la négo. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ça. Après, je fais toute la. Je confirme. moi aussi. Alors fais gaffe. Non, mais je trouve que ça c'est intéressant. C'est un jeu. Ouais. Et après, le truc que j'aime pas, mais que je suis obligé de faire, c'est toutes les factures de vie où Nicole, elle ne sait pas, ou elle fait exprès de pas savoir comment faire. Non, mais après, je trouve, c'est normal aussi que je pense que déjà dans l'influence pour les femmes, il y a beaucoup plus de boulot, de travail et tout. Et surtout qu'aussi, on est plus active sur Instagram. Je vois que, par exemple, une compte masculine, comme son compte, il n'est pas obligé de faire plein de stories par jour, de montrer son quotidien. Les hommes, les publics masculins, ils sont pas là pour ça. Ils cherchent autre chose. Ils sont même plus discrets. Ils vont pas les poser 50 questions par jour, l'envoyer 200 messages privés par jour.
bonjour. Et moi, comme toutes les femmes, j'imagine, il a ce côté-là d'être plus proche de femmes. Voilà, c'est presque comme si j'avais une communauté de copines. Et ces femmes-là, ils sont... Elles aiment parler. Ça demande plus d'engagement, et du coup, voilà, je suis beaucoup plus... Du coup, voilà, il me laisse plus de temps pour être active sur Insta, niveau stories et création de contenu. Et lui, voilà, il est un peu plus derrière l'écran. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a jamais parlé de tout ça. Tout s'est fait complètement naturellement. J'ai l'impression, quand je vous vois en opération, parce qu'on a quand même travaillé ensemble pas mal de fois, chacun naturellement prend sa place. C'est-à-dire que c'est vrai que tu es sur un peu la photo, aussi quand même l'histoire. Toi, tu es un peu plus le scénariste, je dirais. Un peu, ouais. Tu vas un peu suivre l'histoire par rapport à ce que vous avez décidé en amont ou pas. Et toi, tu es très storytelling finalement dans l'approche, je trouve. Et Nicole va plus vivre le moment ou l'expérience. C'est-à-dire qu'elle va vivre et toi, tu vas être un peu à côté pour raconter. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez naturel. Enfin, vous êtes jamais engueulé devant moi, en tout cas. Devant les gens, on s'engueule pas. Non, mais voilà. Mais des fois, je vois des couples où c'est plus complexe, tu vois. Pourtant, le sang chaud. La latina d'Amérique du Sud. Mais c'est bien, c'est ça qui est bien de travailler en couple. Parce que j'ai l'impression, si je travaille avec un photographe, je pourrais pas l'engueuler. Déjà, il voudra pas. Et lui, voilà, je me permets parfois, on s'engueule et tout, mais on sait que le lendemain, ça passe, on oublie. Je peux me permettre de lui dire exactement ce que je veux, comme je veux, même si parfois elle va dire non, je veux pas faire ça. Non, mais ce qu'il y a souvent de très frustrant, c'est-à-dire qu'elle a une idée. Je lui dis, écoute, ton idée, là, c'est pas tout à fait faisable, donc on va faire ça. Et puis, elle veut pas. Et puis, on fait son idée, qui fonctionne pas tout à fait. Ne fais pas les gros yeux. On peut couper après quelques moments là-dedans. Ce passage, on va pas le garder. On fait mon idée qui fonctionne très bien. Elle est un peu énervée. Elle dit, de toute façon, moi, ça, j'utilise pas. Et au final, qu'est-ce qu'on garde à la fin? Mon idée. Et ça fait un bien fou. Il est content. Voilà, la petite tête de fierté, là. Bon, allez, passe, parce qu'il va s'énerver après. Prochaine question. Il va s'énerver. Alors, comment vous vous qualifiez? Alors, vous aviez le blog au début, Instagram. Vous êtes plutôt des voyageurs, créateurs de contenu, influenceurs, c'est une question compliquée. Blogueurs. Je sais que c'est la question que je pose souvent, à chaque fois. Voilà, je pense que c'est... Alors, bon, je ne vais pas vous dire la réponse que j'entends, mais j'attends la vôtre. Mais perso, tous les deux, je pense qu'on est de la même opinion. On n'aime pas les termes influenceur. Après, c'est normal. Il a fallu créer un terme pour ces métiers qui est nouveau. Parce qu'on trouve que déjà, influencer, c'est une connotation négative. Quand dans la vie, je trouve que nous, on préfère inspirer. Ah, ça c'est mieux. Mais un inspirateur, ça fait un peu aspirateur. Oui, mais j'ai déjà essayé, ça marche pas. On l'a déjà dit dans le podcast, inspirateur, c'est moche. Ah ouais, tu vois. Mais voilà, donc on aime bien créateur de contenu parce que finalement, déjà, c'est ce qu'on aime faire. C'est vraiment d'y créer des belles histoires. Non, et puis parce qu'aussi, on nous demande souvent de nous coller une étiquette. C'est ça. Moi, j'aimerais pas avoir... Parce qu'en général, dans la vie traditionnelle, entre guillemets, c'est, je suis banquier, ou je suis instit, ou c'est... Il faut quand même, il faut se présenter. C'est difficile de se présenter aujourd'hui quand il faut remplir la petite case profession. On est là en mode, oui, tiens, c'est intéressant, ça. Vous remplissez quoi, du coup? Mais on met souvent, quand c'est des choses à l'aéroport, on met auto-entrepreneur, parce que finalement, on a notre entreprise. Un chef d'entreprise, voilà, un truc comme ça, et c'est très général, très spécifique. Et après, s'il demande dans quel domaine, on dit la photo, marketing, on rentre pas dans les détails. Ouais. Parce qu'un influenceur, ça marche pas. On rentre pas dans les cases, ça. Puis t'as l'air un peu débile, je trouve, à répondre à ça. En tout cas, c'est une vraie question aujourd'hui. C'est vrai que, comme c'est devenu aussi un métier, on veut mettre un nom sur une pratique qui devient un métier. Donc, évidemment, il y a les influenceurs, il y a les agences, il y a les marques, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un terme raccourci pour dire les anciens. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, on disait les blogueurs. C'était blogueur, ouais. Donc, blogueur, tu tapais ça dans un Word, c'était marqué blagueur. Ouais. Tu vois, c'était pas mieux. Et puis, on est passé après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, à influenceur, qui était un terme un peu plus générique. Ouais. Et c'est aussi ce que demandent les marques. C'est vrai, quand on fait appel à vous, c'est pour quelque part expliquer ou montrer un produit ou un service à vos communautés en croisant les doigts très fort pour qu'ils achètent le produit ou qu'ils aillent voir. Donc c'est vrai que ça, c'est de l'influence positive.
mais qui peut être aussi négative, hein, parce que c'est souvent utilisé du côté négatif, l'influence, mais c'est vrai que c'est pour ça que tout le monde a retenu ce terme, je crois, parce que d'un côté, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est-à-dire d'inspirer et ou d'influencer, parce que l'acte final, c'est l'achat ou le truc comme ça, mais aujourd'hui, influenceur, c'est un gros mot, hein, qu'on se le dise, c'est devenu c'est vrai. Un bad C'est word. C'est ce qu'on ressent aussi. Parce que phénomène de télé-réalité, qui sont pas tous dans ce cadre-là, mais qui ont beaucoup été très médiatisés, et pas pour des bonnes causes, enfin pour des bonnes histoires. Donc ça fait vite, mais quand on voit les reportages à la télé, c'est les influenceurs font ci, font ça, et en général c'est jamais très positif. Donc c'est vrai que ça laisse une trace. Et oui, surtout que voilà, on entend tellement et beaucoup de personnes aussi. Il y a tellement du monde qui font ça et des personnes qui vont se auto-intituler et dire voilà, je suis influenceur et qu'en fait voilà, c'est pas très bien ce qu'ils font. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un peu peur parfois de se présenter et de se dire on est des influenceurs, et pour les gens qui ne connaissent pas du tout, ils peuvent se dire mais ils se prennent pour qui ces gens, un peu comme une mauvaise connotation. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça voilà, on est plutôt créateur de contenu, que c'est vraiment ce qu'on fait. Hein, et moi au début moi j'avais du mal à dire que j'étais photographe, parce que j'avais l'impression que pour être photographe, je sais pas, il fallait faire des expos, ou peut-être un diplôme, ou je sais pas. Et c'est Nicole qui m'a convaincu, qui m'a dit non mais regarde, tu fais des photos magnifiques, on te dit que, on te le dit souvent. Et petit à petit, voilà, je me suis laissé convaincre que peut-être j'étais un photographe. Ah oui, je te confirme. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Oui, mais je l'ai dit, on a travaillé avec des grandes marques, pour de belles marques. Voilà, à partir du moment, je pense que tes photos sont sur des sites, sur de comptes de grandes marques comme ça, on peut se dire. Hein. Faut quand même assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Alors, vous êtes jeunes parents, avec l'arrivée de Léon il y a presque 2 ans. Tout à fait. Comment ça a changé votre vie, et comment vous gérez la relation à 3 maintenant, parce que du coup il fait partie de vos voyages, etc. Comment vous conjuguez tout ça? Alors la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il est né pendant le confinement. Très bien. Donc ça a été un plaisir pour nous, ça a simplifié toutes les choses. Pour Nicole, sa grossesse a été incroyable aussi. Mais ensuite, après le premier confinement, il y a eu un second confinement qu'on n'attendait pas tout à fait. Et nous, on pensait reprendre une routine rapidement de voyage, de rendez-vous, de déjeuner, d'événements, mais qui n'est pas arrivé. Donc, après quelques mois, on a commencé à s'inquiéter, parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va réussir, parce qu'un jour, voilà, on pensait bien sortir de cette pandémie, à garder Léon avec nous et pouvoir l'amener partout, sachant qu'il a pas pu faire ça pendant plusieurs mois. Et en fait... Mais ça se fait naturellement. Aujourd'hui, voilà, on est même plus le cool couple, c'est la cool family, parce qu'il est vraiment tout le temps avec nous. Il va même pas à la crèche encore, donc il est à 24 heures. Même les gens, ils se posent la question parfois, ils disent mais comment vous faites? Ouais, c'est pas facile. C'est très intense. D'ailleurs, il est dans la pièce d'à côté en ce moment. Il est avec nous, il voulait faire le podcast, mais bon. Oui, il parle pas encore, donc il n'a pas pu participer, mais sinon il serait là, c'est sûr. Je confirme. Et mais voilà, on pense que c'est juste que ça se fait naturellement. Il fait partie aujourd'hui, et je pense que c'est une question de l'habituer. Donc il voyage, il est tout le temps avec nous pour tous les déplacements. Génial. Les hôtels, restaurants, même des rendez-vous pro. Donc il est adorable, il est hyper cool, et il se porte très bien. Et puis après, on a la chance aussi de travailler dans un milieu où c'est complètement accepté. On peut amener, tu vois, on l'a amené avec toi. C'est même toi qui nous l'as proposé. Vous pouvez le prendre avec vous si vous voulez. Donc voilà, il vient souvent à nos rendez-vous, ou quand on a des événements, ou on voit ça comme une chance, parce que je sais que la plupart de femmes, ils doivent. On serait des banquiers, ce serait plus compliqué d'amener notre fils avec nous. Ça c'est sûr. Donc mais bienvenue dans la cool family maintenant. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Hein. Et c'est même, c'était une surprise pour moi, parce qu'avant, j'étais ce genre de femme, en fait, mais l'univers de bébé, gamin, ça m'intéressait pas du tout. Et je me disais même, non, mais le jour, si j'ai un gamin, je veux pas du tout parler de ça sur Instagram. Je veux pas. Ah ouais, non, mais j'étais méchante avant, quand je suivais une influenceuse, qu'elle devenait maman et tout. J'étais là, je la suis plus. Et là, ça y est, je suis cette. Mais là, tu l'as intégré, hein. Mais suis
cette femme qui partage. Après, c'est avec parcimonie, je trouve quand même, on a gardé cette... Oui, c'est discret. Mon compte, il est toujours très éditorial, très mode, et que de temps en temps, il a aussi de photos de Léon. Mais c'est pas du tout, voilà, on a fait attention que ça ne devienne pas... Non, c'est pas Focus Léon, Focus, c'est pas devenu un compte de maman. Tout à fait. Oui. C'est un couple de famille Voilà. au sens large, et puis c'est plutôt pas mal. C'est Et bien ouais, fait. En et plus. c'est même c'est même favorisant hein, pour nous parce que c'est pour tous les marques avec lesquelles on travaille, même pour toutes les marques de voyage, les hôtels, les offices de tourisme. Finalement, c'est très bien une famille, c'est un plus. En plus bien d'être sûr. un couple, maintenant on est une famille. Voilà, jusqu'à il y a 2 ans, on était un couple. Donc, on pouvait travailler avec des marques pour hommes, pour femmes, ou mixtes, ou pour les deux. Et là, maintenant, une famille. Donc, voilà. Et encore une fois, tout s'est fait naturellement. On n'a pas vraiment calculé. Et pour l'instant, tout fonctionne très bien. Bon, on attend son compte Instagram. Hein. Ça, je ne sais encore pas. Ah, Non. vous êtes pas prêts encore. Il y a Non. pas mal de personnes qui nous ont parlé oui. de ça. Je pense qu'on va pas arriver si loin. Non. Qui reste dans la famille pour l'instant. Ouais. Je pense que ça me dérangerait là. Aujourd'hui, vu comment je vois les choses, Oui, c'est pas très positif. Ouais. Ouais, Je suis ouais. d'accord. Alors, quel type de collaboration vous faites? Donc, on a parlé de voyage, on a parlé de mode. Est-ce que vous avez des secteurs privilégiés ou c'est en fonction des opportunités? Historiquement, déjà, c'était mode. On a commencé, on aime tous les deux la mode. Moi, j'ai même bossé dans ce secteur-là. C'était la mode. Et puis, ensuite, on a vécu au Brésil. On a déménagé au Brésil. On a passé 3 ans et demi ensemble au Brésil. Et là, on a beaucoup voyagé naturellement, pendant ces moments-là. Donc, naturellement, ça a commencé à faire aussi voyage. Et depuis qu'on est arrivé en France... Mais attends, parce que là, pendant les voyages, on faisait des photos mode. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des marques brésiliennes, pour la plupart, certaines françaises, pendant nos voyages en Amérique du Sud. Et on faisait des photos, des catalogues, même pour certaines marques, dans des lieux paradisiaques. Donc, c'était mode et voyage. Et puis ensuite... On a déménagé, on a aménagé en France. Et là, on a commencé à travailler avec des agences. Et les agences travaillent avec, je vais pas te l'apprendre Cyril, plusieurs marques. Ça peut être mode, ça peut être... Oui. Voilà, c'est très lifestyle. Et donc, naturellement, on a commencé à devenir des créateurs de contenu lifestyle. Donc aujourd'hui, voilà, ça peut, pour Sylvain, il peut travailler avec des marques d'alcool, de voitures, moi, beaucoup de beauté, même de marques de la maison, électroménager. Dès que, voilà, que ça soit une marque qui nous correspond, qui s'accorde dans notre univers, un produit qu'on puisse vraiment utiliser. Parce que voilà, c'est pour nous, c'est ça le plus important. C'est quelque chose qui, on va vraiment insérer dans notre vraie vie, dans notre vrai quotidien. Ça, c'est important pour vous. Hein. Oui. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est extrême. qu'on peut choisir nos collabs. Au début, financièrement parlant, c'était un peu plus délicat. Bien sûr. Donc, on a accepté des boulots. Alors, jamais des choses qui nous correspondaient pas. Par exemple, on n'a jamais fumé de notre vie. On a été contacté par des marques de cigarettes électroniques. On a toujours refusé parce que ça nous correspond pas. Mais là, aujourd'hui, on prend des produits, notamment, là, on essaye de faire attention à l'environnement, de manger plus sainement, bio. Donc, on a ce secteur, je peux dire, qui, toi, tu mets encore plus en valeur que moi, mais c'est quelque chose c'est une philosophie de vie. Et oui, et c'est bon. Après, voilà, on rentre dans un niche que, déjà, plus on met en avant ces jeunes produits éco-responsables, ça appelle aussi d'autres marques dans ce genre, et on peut pas revenir en arrière. Donc, je peux pas un jour dire... C'est vrai que les choix sont importants, parce qu'après, tu as les concurrents qui vont venir te suivre, qui vont te demander des choses similaires. Nous, on l'a vu dans l'automobile, hein, tu fais une opération avec un influenceur, il est contacté le lendemain par toutes les marques concurrentes. Hein. Quand on commence à mettre le doigt, nous on a commencé, quand on a bossé avec Mini, derrière on a bossé avec plein d'autres marques de voitures qui viennent nous contacter. Et... D'ailleurs, c'était pas très bien ça, je voulais vous en parler. non, mais c'est logique quelque part, parce que soit les marques vous voient émerger dans un univers, ils disent tiens, on n'avait pas pensé à eux, ou bien on va faire comme les autres et on va vous contacter parce que vous êtes sûrement très bien. Il y a aussi ce côté de marque qui... Mais du coup, c'est assez large. Du coup, maintenant, c'est entre la beauté, la mode, la maison. Mais disons que nous, voyage. On est assez curieux. Et oui, je trouve ça génial. Je trouve qu'on a très chanceux de pouvoir faire un peu de tout. Oui, c'est-à-dire qu'on touche à tout et c'est hyper excitant de ne pas se limiter à un secteur ou à une expertise parce que vous... Finalement, en plus, comme vous êtes une famille maintenant, j'imagine que là, les marques de puériculteurs pour enfants viennent vous voir et vous a proposé tout l'attirail pour enfants. Mais en même temps, c'est la famille au sens large, donc c'est bien aussi. Enfin, comme tu dis, la cigarette, c'est quand même un sujet compliqué. Si en plus vous fumez pas, aucun intérêt. Là, il n'y a même pas eu de débat pour non, ça. c'est non, mais là, voilà, on fait. Je pense qu'on est quand même.
on est bons élèves. Dans ces cas-là, on essaie toujours. Par exemple, là, quand tu parles de les marques concurrentes qui viennent, parfois, on n'a même pas de contrat d'exclusivité. Je pense qu'il y a des niches de marques, par exemple, beauté, c'est impossible de faire un contrat d'exclusivité dans l'année. Ouais. Parce qu'après, c'est normal. Toutes les femmes, même pas influenceuses, on va acheter aujourd'hui un rouge à lèvres d'une marque, demain, mascara de notre marque. On n'a pas qu'une seule marque dans la salle de bain. Ou dans l'alcool, par exemple. Aujourd'hui, je peux boire un Ricard et demain un petit whisky. Rhum, donc ça... Mais et après il y a de certaines niches. Par exemple, là, je travaillais avec une marque de machine à café et on n'avait même pas un contrat à l'année, rien d'exclusivité. Mais on s'est dit, quand j'étais contactée par d'autres marques de machines à café, on dit mais personne n'a 2 machines à café à la maison. Donc du coup voilà, pour nous ça paraît logique et on se pose même pas la question. On va pas travailler avec 2 marques de machines à café en affilée. Donc voilà, c'est aussi un peu de logique qu'on essaie de faire bien. Hein, ouais, vous avez raison. Et aujourd'hui, dans toutes vos opérations influenceurs, donc que ce soit des voyages ou des rencontres, est-ce que vous avez eu des rencontres marquantes parmi les influenceurs, collègues, si je peux dire? Est-ce que vous avez eu un crush pour un couple, pour des copains ou des copines que vous avez rencontrés? Surtout des couples, ouais. Des couples, ce qui paraît à peu près normal. Puisque on est tout ensemble. C'est rare qu'on fasse de voyage, que ce soit que moi ou que lui. Oui. Et c'est vrai que du coup, on se rapproche un peu on a fait de belles rencontres comme Ali et Alia, qui sont un couple d'influenceurs aussi, qu'on les voit même en dehors de ces cercles d'influence. Ils sont déjà venus à la maison. Il y a Jade et Stéphane aussi, qui sont devenus très proches. Et après, toi, tu as des copines brésiliennes que tu as rencontrées. Oui. J'ai aussi mes petites bandes de copines brésiliennes. Brésiliennes à Paris. Qui, en arrivant en France, je me suis dit, je veux pas du tout me mettre avec des Brésiliennes. Hein, parce que je trouvais, tu vois, c'était ça. C'est un peu comme... Ouais. Non, mais pas... C'est comme si nous, en France, on va aux États-Unis, on ne va pas voir les Français, quoi. Oui, mais parce que voilà, je voulais vraiment m'insérer. Ça a duré 6 mois. Et prendre la couture française et tout, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça se fait aussi naturellement. Mais on a eu une période quand même d'arrivée. On a eu un arrivage du Brésil. Parce que je pense que ça correspondait peut-être à l'époque où vous êtes rentré quand en France? 2017. Ouais, c'est ça. On a aménagé ici fin 2017, donc près de 2018. On a eu 2-3 influenceuses brésiliennes aussi qui ont. Alors, je sais pas si elles étaient en France avant ou pas, mais en tout cas qui ont émergé à ce moment-là. C'est Nicole qui les a toutes inspirées. Et on avait Renan, on avait Anna Romero, on avait Baby Tom. Enfin, ce sont mes 2 copines. De copines brésiliennes qui sont arrivées, en tout cas qui ont émergé à ce moment-là. Tout à fait. Et on a été nous contactés, tu vois, à l'époque on travaillait pour Langaros, pour faire venir des marchés étrangers pour le tournoi, et donc ils nous ont dit il faut qu'on touche des Brésiliens. Ah ouais. Je dis ça tombe bien. En ce moment, c'est la saison du Brésil. Et on a fait venir Renan, Anna, je crois. Et c'était c'est une époque. C'est vrai qu'il y a eu un moment de ces Brésiliens, quoi. Bon, peut-être c'était juste coïncidence, mais bon, je suis contente quand même de savoir que c'était pas juste une vague, que ça n'a pas passé, on est toujours là. Tout le monde est resté, tout le monde est plus français maintenant que la moyenne, mais en tout cas, c'était, on n'a pas eu ça, tu vois, dans d'autres pays, quoi, en fait. Après, je pense que ça marche bien parce que il y a quand même une chose entre France et Brésil. Il y a un lien quand même. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Que ce soit les Français, si vous allez au Brésil, vous allez voir, mais à la réception, les Brésiliens, ils sont tellement heureux de recevoir les Français et tout. Et une Brésilienne à Paris ou en France en général, c'est pareil aussi. Ouais. Je pense qu'on s'entend bien. Culturellement. Tu peux dire que les Français sont un peuple accueillant, alors. Non, pas tu peux le dire. Hein. On est accueillant. Très accueillant. Et après, je sais pas si c'est quand les gens nous disent. Après, je pense que c'est. Moi, je vois comme un avantage d'être étrangère à Paris. Ouais. Il y a beaucoup qui voient ça comme. Mais même brésilienne, je pense que c'est encore. Tu peux rebondir là-dessus. Les gens me disent alors l'intégration c'était difficile. Je dis écoutez, dès que j'arrive, je dis que je suis brésilienne, mais les gens ils sont tellement heureux, tellement accueillants. Je pense que ça connote du soleil, un pays lointain qu'on rêverait tous. Moi, j'y suis jamais allé, tu vois, et je rêverais d'y aller. C'est positif, quoi. Tout à fait. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on habitait au Brésil, tous nos potes brésiliens nous disaient mais qu'est-ce que vous faites au Brésil? Mais vous pouvez aller vivre en France, allez en France. Et depuis qu'on est en France, tous nos potes français nous disent mais qu'est-ce que vous faites en France? Voilà. Donc, allez vivre au Brésil. Ouais, c'est ça. 6 mois, il faut. Et alors comment vous êtes organisé aujourd'hui? Donc on a parlé un petit peu tout à l'heure de votre répartition des rôles, mais est-ce que vous avez un agent, un assistant? Comment vous arrivez à gérer, ou c'est monsieur qui fait C'est moi qui fais tout.
Je confirme, il est assez présent dans le Vigo. Oui, non, mais parce que cette partie, agent, c'est vrai que c'est lui qui s'occupe de tout. Et franchement, je suis hyper heureuse de l'avoir avec moi. Parce que je sais que... Tu veux dire au quotidien? Oui, bien sûr. Parfois, bien sûr que c'est pas facile tous les jours, mais je me pour vois moi, que pour moi, tu veux dire. Je suis assez compliquée quand même. J'avoue que je suis assez compliquée. Cyril t'enregistre là. Écoute, enregistré, mais alors 4 fois. Mais je trouve, lui, il n'a pas une autre personne dans le monde qui me connaît mieux que lui et vice versa. Donc, je sais que quand on travaille ensemble, même s'il va répondre un email à ma place, s'il va faire un appel avec moi. C'est vachement important, la confiance il parle pour moi, la connaissance. Et je n'ai pas peur je veux pas avoir de surprise. Je sais que s'il me représente dans ces moments, c'est 100% moi. Et je pense que ça peut être difficile. Si j'étais toute seule, ça serait sûr, j'aurais besoin d'avoir un agent, d'avoir une agence. Aujourd'hui, même depuis plusieurs années, c'était impossible que tu bosses toute seule. Pareil, même pour toi, c'est que on a vraiment cette division de taf et qui du coup, on se complète parfaitement. Non, mais en plus de ça, on a l'expérience. On a commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, on a en vivre depuis presque 10 ans maintenant aujourd'hui. Ça a commencé crescendo, ça a commencé au Brésil. Donc voilà, maintenant, le fait qu'on se connaisse bien, quand je réponds à un email quand je réponds à un email pour Nicole, je sais que derrière, je vais faire le taf avec elle. C'est moi qui vais devoir filmer ou la photographier. Donc je sais très bien les choses qu'elle peut faire, qu'elle aime faire, qu'on peut pas faire, qui vont être compliquées, qui demandent plus de boulot. Donc voilà, on est encore une bonne équipe. Comment voyez-vous aujourd'hui la scène influenceur par rapport à ce que vous avez vécu? Donc vous avez commencé il y a 10 ans et aujourd'hui, comment voyez-vous cette scène évoluer ou comment vous la ressentez? Parfois, on a peur quand même quand on voit comment ça prend cette côté avec TikTok, avec ces nouvelles plateformes. Nous, on est quand même si on avait commencé avec les blogs, aujourd'hui, on est principalement sur Instagram et même avec tous les changements, algorithmes, tout ça, c'est ça qu'on aime parce qu'on aime la photo et on aime bien que ça reste. Et j'ai l'impression que sur Instagram, on a pu quand même construire une vraie communauté. Donc, les followers qu'on a là aujourd'hui, les abonnés qu'on a aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont commencé à nous suivre il y a longtemps. Ils ont évolué aussi avec nous. Ils ont vieilli avec nous. Ils ont vieilli avec nous. Donc, ce sont des personnes plutôt de notre âge aussi. Donc, entre 30, 40 ans. Donc, et quand je vois maintenant cette explosion de vidéo et tout avec TikTok, ça ne correspond pas trop. Donc, on essaie quand même de rester fidèle à ce qu'on aime faire et pas juste suivre les tendances et se dire, bon, maintenant... Parce qu'aujourd'hui, la tendance, on le voit, c'est des micro-vidéos entre 5 et 15 secondes qui ont pas forcément de sens, qui apportent pas forcément quelque chose à qui que ce soit, mais les réseaux sociaux et notamment Instagram poussent parce que le but de ces plateformes, c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, une petite vidéo de 10 secondes, tu les passes très très vite. Et même si c'est la tendance, même si c'est ce qui fonctionne le mieux, même si c'est ce qui engage le plus de commentaires et de likes, ça ne nous correspond pas vraiment. Donc, on a décidé, là, on en a discuté, de pas faire ça, de pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo sans vraiment un contenu derrière. On voit beaucoup d'influenceurs aujourd'hui même qui comme nous sont sur Instagram et qui sont pas forcément fans de TikTok, mais qui se disent non mais tiens je m'oblige à faire parce que les marchés et nous on veut pas du tout ça. Moi je veux pas m'efforcer. Je vois surtout TikTok comme j'arrive pas à voir comme une média sociale. Parce que j'ai l'impression que les médias sociaux, comme un réseau. Les réseaux sociaux, c'était à la base, c'était pour connecter les gens. Donc vraiment pour avoir cet échange, et j'ai l'impression que sur TikTok, c'est juste qu'on consomme de vidéos et on. Il y a un truc intéressant sur TikTok, c'est que le nombre d'abonnés n'évolue pas beaucoup et le nombre de vues évolue beaucoup. Donc finalement, tu as raison, on se connecte peu sur TikTok. Parce qu'on suit l'algorithme et ce qu'il nous propose. Tout à fait. Donc, tu vas pas faire de recherche. On est dans du binge social, si tu veux, où on fait du swipe up vers le haut, vers le bas. On découvre des contenus de gens qu'on n'est pas abonnés. Donc, on subit finalement l'algorithme et le contenu que nous pousse la plateforme versus, je crois, les autres réseaux sociaux où on va aller faire la démarche de s'abonner pour voir son contenu. Ce qui est très différent en termes de mindset, en termes de philosophie.
Et tu as raison de le rappeler, les plateformes étaient là au début pour connecter les gens ensemble et créer des communautés. Ce que je pense, ils ne font pas du tout sur TikTok, où on est sur de la masse consommation de contenu, de vidéos. C'est du cartonnement, voilà, on va regarder des vidéos. Ça devient un flux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, je sais que Nicole, oui, toi Cyril, mais de tomber sur une petite vidéo, sur un reel, sur Instagram ou sur TikTok, et puis de swiper, d'en regarder 2, 3, 4, 5, et puis au bout d'une demi-heure, tu dis, punaise, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de perdre 30 minutes. Je le vois tous les jours, où l'addiction de ces plateformes, et c'est un peu leur succès aussi, en termes de visionnage de vidéos et de contenu, c'est qu'elles nous aspirent. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un flux infini. Autant sur TikTok, sur Instagram, on peut se dire, j'ai 14 abonnements, une fois que j'aurai vu les 14 stories, j'ai plus rien. Alors que sur TikTok... Ah oui, sur les stories, oui, mais si tu commences à regarder les Reels sur Instagram, c'est la même chose. Alors voilà, maintenant, ils ont intégré l'Explorer avec les Reels, les Reels, et là, c'est devenu TikTok. Là, il y a un feed qui passe. Mais donc, ça veut dire que sur TikTok, c'est infini. C'est-à-dire qu'on peut passer sa vie à scroller. Et même c'est ce qu'ils recherchent. Un peu, c'est ce qu'ils recherchent. Avec les vidéos qu'on voit là maintenant, que les tendances et tout, que du coup tout le monde fait un peu la trend du moment et que tout le monde fait un peu la même vidéo. Et j'ai l'impression que du coup on crée du contenu pas forcément pour plaire à notre communauté, mais juste pour devenir viral et avoir une vidéo qui va exploser, qui va avoir 5 millions de visualisations. Et c'est pas forcément une vidéo utile qui voilà. Ah oui, moi j'ai vu des influenceurs qui ont même testé de filmer leurs pieds à la plage, qui ont posté la vidéo et qui ont fait des millions de vues. Et ils se sont dit, tiens, alors c'est complètement bizarre quand même, parce que mon pied à la plage, même. 1 million de vues. Triste. Et une vidéo où tu passes des heures pour faire quelque chose de fou. Donc, c'est vrai et c'est la prime au contenu instantané, pas travaillé. Je veux pas dire absurde, mais la vidéo brute, quoi. Vidéo brute qui va faire de la vue. Et donc, pour moi, c'est un opposé des réseaux sociaux. C'est une logique complètement. C'est un peu inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Aujourd'hui, on en est là. Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que. Mais c'est pour ça que je dis au début, là, j'ai peur même de l'avenir de l'influence. Écoute, ce qui est très intéressant, moi, j'étudie mes filles. J'ai 2 filles, 11 et 15 ans, donc Victoria et Alexandra, que j'embrasse. Et on les embrasse aussi, voilà. Niki, embrasse. Et j'analyse leur comportement avec TikTok. Et elles passent peut-être des heures, alors j'essaie de réglementer, mais elles sont absorbées par la plateforme. Et elles ne contrôlent plus ce qu'elles voient, elles ne contrôlent pas qui elles suivent, etc. Et parce qu'en plus, quand tu regarderas 2 vidéos de make-up dans TikTok, tu vas t'en taper une quinzaine derrière. Parce que l'algorithme a dit, toi, tu aimes bien le make-up. Donc ça, c'est hyper dérangeant, je trouve, parce que ton contrôle t'échappe. C'est-à-dire le contrôle sur les contenus que tu regardes t'échappe. Ce qui a fait pas mal de polémiques sur TikTok avec des contenus qui n'étaient pas sollicités et qui étaient un peu border. Bon, maintenant qui ont fait du travail de modération, mais c'est là où ça devient dangereux, c'est que du coup, tu es condamné à suivre un algorithme qui a décidé pour toi que tu allais voir ci, tu allais voir ça. Donc, à l'époque où quand même on essaie de se battre pour nos libertés, là on n'y est pas. Hein, mais bon, après c'est un phénomène intéressant parce que ça a apporté de la vidéo, ça a apporté de l'instantanéité, ce qu'essaye de copier Instagram avec son reel. Mais peut-être que là l'algorithme est un peu moins intrusif que sur TikTok, quoi. Mais c'est hyper intéressant aussi de voir comment TikTok peut générer une culture. Typiquement, ma fille, alors elle m'en voudra pas, mais elle chantait Dalida l'autre jour. Je dis mais comment tu connais Dalida? TikTok. C'est quoi, c'est des vidéos, il y a Dalida non, enfant. C'est des chansons qui tournent et une influenceuse a dû utiliser Dalida sur un challenge ou je sais pas quoi et tout le monde l'a refait. Donc tu es en train de dire qu'on peut se cultiver sur TikTok. Mais en tout cas, j'ai observé que sa culture musicale, qui était très rap, très chanson française, vient pas de moi, mais vient de TikTok. Okay. Donc c'est intéressant. Donc il y a des points positifs. Voilà, on ressort du point positif sur la plateforme. On cherche loin là, les points positifs. Ouais, il faut en trouver. Mais allez, vous n'êtes pas sur TikTok du coup? Non, on n'a même pas un compte. Donc aujourd'hui, il y a le blog, Instagram, respectif, YouTube, un peu. On s'est mis un petit peu sur YouTube. On a posté quelques vidéos, notamment des longues vidéos, quand on a fait de voyages,
Mais en fait, on voit quand même que ce qui fonctionne, c'est les petits formats de vidéos. On a eu l'impression que c'était déjà un peu tard, qu'on a quand même perdu cette vague-là quand ça. Je pense que pour YouTube, c'était pareil que Instagram aussi. Je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est lancé aujourd'hui, c'est lancé comme nous, il y a 8 ans au début. Ça change beaucoup. Et du coup, quand on a commencé sur YouTube, on sentait que voilà, déjà, c'était un peu en retard. Et surtout que c'est quand même aussi très chronophage de faire des vidéos, ça prend énormément de temps, c'est vraiment donc on n'a pas suivi même des petites vidéos des petites vidéos de 15 secondes à 1 minute, ça prend beaucoup de temps. Alors des vidéos de 10 minutes ou plus, c'est... Mais j'avoue que c'était quelque chose on aurait bien aimé faire. Un voyage, quand on fait des voyages, moi j'en fais de temps en temps. Et moi, j'aime beaucoup. Avec Léon, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais pour raconter un voyage, c'est génial. Ah oui, c'est top. Oui. Ben voilà, une longue vidéo, pas rester jusqu'à 15 secondes où on jette d'images on ne comprend même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais après, ça aussi, c'est une autre tendance. Mais voilà, on aimerait, si on avait plus de temps, de faire ce genre de vidéos, de belles vidéos de voyage. Parlons voyage, c'est quoi vos prochains voyages ? Il y a des voyages prévus ou... Il a toujours des voyages prévus. Maintenant que c'est libéré, que c'est... là, il faut profiter. On a une fenêtre de 3-4 mois, après on verra, mais il faut y aller. Il faut profiter là maintenant. Mais on part au Maroc. À la fin du mois. Après, on va faire une croisière en Italie. Ça, Sylvain n'a jamais fait, donc ça, je pense que ça va être cool. Ouais, donc là, on a été contacté par MSC. Donc là, on part une semaine pour leur créer du contenu, justement, en famille. Donc ça, c'est top et c'est une première expérience pour moi. Et après l'été, normalement, on reste plutôt en France. On voyage beaucoup en Espagne, dans le sud-ouest. On part à Majorque quand même aussi, fin juin. Ouais. Et après, juillet-août, ce sera des petits road trips. Pour celles qui ne savent pas, je suis enceinte, donc en fait... Grande news. Tu l'avais pas vu, Cyril ? Léon va avoir un petit frère ou une petite sœur. Voilà, on la pas cool encore. family va s'agrandir. Donc c'est une exclusivité pour nous. Exactement. On verra d'ici là quand ça sort. Mais... faut en parler. Peut-être que d'ici là, le bébé sera né déjà. Ou majeur. Peut-être. Donc voilà, on va essayer de voyager. Merci. Merci Cyril. Mais voilà, ça c'était juste pour dire qu'on va essayer du coup de bien voyager. Donc il faut profiter avant l'arrivée du deuxième bébé, parce qu'après je sais que il y aura quand même quelques petits mois de repos peut-être, ou pas. Et puis il y a aussi le fait que Léon, cet été, on va payer ses billets d'avion. Ah ça y est. Donc là, tu passes dans la tranche. Là, il faut en profiter un max. C'est vrai. T'as jusqu'à 12 ans. Après aussi, tu vas repayer plus cher. Oui, j'imagine. Là aussi. Après, tu payes plein de tarifs. Super. Est-ce que vous verrez, comme vous avez quand même des profils, alors voyageurs, on va dire, est-ce que vous verrez habiter à l'étranger ? Ou déménager, aller dans un autre pays Comment vous êtes par rapport à ça ? Moi, j'ai passé... oui, vous avez déjà passé ce stade. 4 ans à Hong Kong, 5 ans à New York, dont un avec Nicole. Avant ça, toi, tu avais déjà passé plus d'un an. J'ai habité seulement aux États-Unis, mais j'avais habité à Los Angeles, à Miami et après à New York. Et je pense que c'était quelque chose qu'on a fait jeune. Donc ça s'est fait. Voilà, ça se fait. Et même moi. On l'a fait au bon moment. Exactement. Sans enfants. Encore, on a bien profité. Et pour nous, voilà, c'était une phase. Et là, aujourd'hui, on a plus envie même de créer des racines pour notre famille. Déjà que oui, on sait qu'on restera en France, mais même peut-être se rapprocher du sud. Là où j'ai ma famille, peut-être de l'océan, de la mer Méditerranée. Voilà, le côté un peu nature qu'on n'a pas à Paris. Paris, c'est une ville formidable, une ville qu'on aime beaucoup tous les deux, mais avec un enfant, ça change. On voit Paris autrement. Avec 2, on imagine que ça va encore plus changer. Donc, notre rêve en ce moment, c'est plutôt ça. C'est plutôt une grande maison. Dans le sud et venir à Paris souvent. Dans le souhait. Exactement. Ah non, Paris, c'est dans tous les cas, on sait très bien et puis on adore Paris, donc ça c'est certain que il y aura toujours un lien entre l'endroit où on habite et Paris. Nicole, tu as eu un passage télé exceptionnel. Tu as fait les Reines du Shopping, et puis le retour que tu as gagné. Comment tu as vécu cette expérience ? Si je peux me permettre, c'est la seule candidate au monde des Reines du Shopping à avoir gagné 2 fois. Il faut... au monde. Ça méritait une précision. Oui, je suis là pour ça, Cyril. Je suis là pour ça. Oui. Ah, mais c'était génial, hein, franchement, cette expérience. Mais surtout que je venais à peine d'arriver en France. Ouais. Dans ma première participation, ça faisait
3-4 mois quand j'étais en France, j'ai même beaucoup hésité d'accepter parce que j'avais peur. Je parlais pas français comme aujourd'hui, j'étais encore un peu insécure et tout. On a beaucoup réfléchi, on a dit j'avais rien à perdre et finalement, heureusement que j'ai accepté parce que c'est ça qui a vraiment boosté, je pense, ma carrière en France parce que on faisait ça déjà au Brésil, mais j'avais pas une vraie communauté française. Et à ce moment-là, mais ça a cartonné parce que les reines de shopping, c'est beaucoup de femmes qui regardent et qui aiment la mode, qui aiment le pouvoir de la télévision. Ah oui. Tu vois, c'est là où tu Moi, te dis je quand pensais même, à ce moment-là que la télé était un peu has-been et que c'était Internet qui était devenu plus puissant, mais en fait, là, elle a explosé. Je crois que sur les 2 émissions, elle a gagné 150 000 followers, ce qui est énorme. C'est fou. Et que des Français pour le coup. Et c'est surtout, et c'est une communauté très fidèle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence de gens qui me connaissent que d'Instagram ou les femmes qui m'ont vu pendant l'émission, même si c'est pas une télé-réalité, on voit juste quelques petits instants, mais ils ont du coup l'impression de me connaître, de connaître un peu plus ma personnalité, ils se sont identifiés, je pense, à ma personne, ma personnalité. Donc maintenant ça va faire 4 ans. Et c'est même fou de se dire que les gens ils se souviennent encore parfois dans la rue, il y a quelqu'un qui va. Oui, au début c'était très souvent, c'était toutes les semaines pendant minimum. Un an partout. Mais que ce soit dans un musée, une fois à l'aéroport, un garde, quelqu'un de la sécurité à l'aéroport. C'est pas que de femmes, hein. C'était un couple d'octogénaires très élégant dans un bel hôtel qui dit Madame Bernardès, je veux pas vous déranger, mais vous étiez magnifique au Reine du Shopping. Incroyable. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est multigénérationnel. On dit que la télé, c'est quoi. vraiment populaire, mais pas au sens négatif du terme. C'est populaire le peuple, c'est-à-dire que tout le monde regarde la télé, ou presque tout le monde. Oui. Donc c'était pour moi perso c'était très positif et donc de belles expériences que je Et puis elle a rencontré Christina, la brésilienne française. T'es en relation toujours avec elle? Oui, on est en contact sur Instagram, on se rencontre souvent lors des événements et tout, et elle est toujours hyper sympathique avec moi et tout, non, mais c'est cool. Bon, génial. On va passer à une phase de questions d'association d'idées. Je vais vous dire quelques mots et vous allez me dire chacun qu'est-ce que ça vous évoque. En un mot. Je sais que ça va être dur, mais en un mot. Oh là là, moi j'arrive pas à parler. C'est impossible. Il faut faire du ping-pong, voilà. On peut commencer par Sylvain, il peut commencer et après il te montre comme ça. Parce que moi c'est une catastrophe. Donc je vous dis un mot et vous me répondez chacun à votre tour ce que ça évoque. D'accord ? Brésil. À moi c'est le rêve. Nostalgie. Parents. C'est le bonheur. Et un peu de personnalité. Ne dis pas pareil. Tu peux pas utiliser le même mot que Sylvain. Voilà. Non, mais c'est le tout, c'est la base. La base. Voyage. C'est un plaisir. Je veux dire la même chose. Comme par hasard. Je veux pas être la première. Découverte. France. Maison. Oh là, mais c'est trop dur. Tu peux dire deuxième maison, si ça marche comme ça. Aujourd'hui, c'est même ma première maison, tellement j'aime ce pays. Influenceur. Un seul mot ? Oui. Tu es dur en affaires, Cyril. Attends, on va négocier un peu. Allez, un petit peu. Oh là là. Le vide sidéral, je pensais pas. On va l'oublier, on peut l'oublier. Non, parce que j'avais envie de répondre que c'est un plaisir, mais c'est un boulot. Ok, c'est un boulot. Oui, mais c'est un plaisir aussi. Un plaisir aussi. C'est un métier. Boulot plaisant. Oui, tout à fait. C'est un métier de rêve. Mais on dit toujours, par rapport à ce qu'on fait, qu'on ne travaille jamais, mais qu'on n'est jamais en vacances. Parce que c'est vraiment le sentiment, le sentiment qu'on a. Oui, voilà, on n'a pas de week-end, pas de jours fériés, pas de congé mat. Pas de congé maternité. Oui. Bon, et le dernier mot, télé-réalité. Là, moi, je me sens pas trop concerné par rapport à ça. Moi, je connais même pas. Je n'ai jamais regardé une télé-réalité, je pense. Mais si, tu regardes au Brésil, non ? Quand j'étais adolescente, ça fait longtemps. Bon, ok. On arrive vers la fin de notre entretien. Donc, on va arriver sur les questions de closing. Déjà ? Oui, je sais. Mais ça passe trop vite le temps avec toi, on fera un deuxième épisode pour la naissance. D'accord, ça marche. Ça vous va ? Parce qu'avant, il y a les voyages. Je vous laisse voyager. Ok. Alors, auriez-vous un conseil à donner à un jeune créateur de contenu qui veut démarrer ? Moi, je reçois souvent cette question sur Instagram de filles qui viennent me demander et tout. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que
il faut faire par plaisir. Aujourd'hui, c'est devenu un métier et du coup, les gens, ils veulent se lancer parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent, qu'ils vont avoir des super expériences. Et malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. Je pense que la base, vraiment, c'est de faire quelque chose par plaisir. Comme moi, voilà, à l'époque, quand je commençais mon blog, c'était ça. J'avais jamais imaginé dans la vie que ça pourrait devenir un métier. Ça n'existait pas à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment essayer de trouver un niche, de pas juste copier et suivre les tendances, faire de photos de bonne qualité, originales, de rester soi-même. Quand tu dis de trouver la niche, pas forcément une niche, mais de trouver sa patte, de trouver sa signature. C'est-à-dire, si c'est se lancer pour faire ce que tout le monde fait, faire des photos de voyage comme tout le monde fait, de mettre les mêmes filtres que tout le monde. Ça va pas fonctionner parce que ça existe déjà, parce que ça fonctionne déjà. Donc il faut être un peu de créativité, c'est ce que beaucoup de gens recherchent sur les réseaux sociaux, et de trouver sa petite signature. D'être constant. C'est là le plus difficile parce qu'on se dit quand on regarde, mais tout existe déjà, mais non, tout n'existe pas. Non, c'est vrai qu'on est surpris aujourd'hui de voir encore des créateurs de contenu qui émergent, qui sont qui ont réussi à prendre un axe ou bien un sujet et de le développer et de se dire mais comment ça se fait que ça n'existait pas avant Tout à fait. ou je n'en avais pas. Je dis mais c'était tellement simple, comment j'ai pas pensé avant ou comment personne n'y a pensé avant. Je pense que c'est un peu plus compliqué de se lancer aujourd'hui parce qu'il y a déjà tellement de monde. Donc oui, pour émerger, c'est plus donc complexe. C'est ça les tricks, c'est de vraiment, je pense, de se différencier, d'essayer de faire. Mais c'est aussi le côté un peu dangereux entre guillemets parce que les personnes qui vont vouloir se lancer vont chercher le buzz direct pour être vues, pour avoir des vues, pour avoir des followers. Donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu. Et il faut être patient. Hein, parce que regarde, là, nous, oui, la patience aussi. C'est un long chemin de 10 ans. Quand les gens ils voient tout ce qu'on vit aujourd'hui, ils peuvent se dire, mais c'est tellement facile, allez, viens, on va faire la même chose. Mais c'était un long chemin. Alors après, c'est vrai que sur TikTok, on a vu des succès fulgurants. Mais pas éphémères, mais en tout cas, il y a des gens qui n'existaient pas sur TikTok il y a 6 mois et qui aujourd'hui sont des stars. Enfin, des stars. Oui. Toute proportion gardée, mais je trouve qu'il y a des plateformes d'accélérateurs type TikTok qui font que les gens sont découverts par l'algorithme. Donc, ça accroît leur visibilité, etc. Et en même temps, pas mal de concepts aussi. On voit des chefs sur TikTok aujourd'hui qui nous font des recettes en mode TikTok hyper sympa. Qui explose aussi parce que ça n'avait pas été fait avant, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut aussi un peu je suis d'accord avec vous, d'originalité, de passion, de patience, parce que on a beaucoup d'appels à l'agence de jeunes adolescents, jeunes adultes qui veulent faire influenceurs pour gagner de l'argent et voyager gratuit. Ce qui est aujourd'hui un peu l'envers du décor finalement, parce que quand tu vois tout ce qui est diffusé à la télé, on parlait tout à l'heure de contenu populaire, ou en tout cas que le peuple regarde ces émissions, et quand il voit les Marseillais, quand il voit tout ça, ils voyagent dans des pays de rêve, dans des villas. Ils sont millionnaires. Et le problème, c'est que ça induit une image fausse de l'influence, puisque ils disent, moi je vais faire un Marseillais, et je vais finir milliardaire parce que je vais faire une télé-réalité. Et ça, je pense que ça contribue beaucoup au message collectif de se dire, influenceur, je voyage gratuit et je gagne de l'argent. Et je vais vivre à Dubaï. Surtout. Après, parce qu'après, quand on gagne beaucoup d'argent, il faut défiscaliser. Mais c'est compliqué. Enfin, tu vois, c'est cette image de je veux faire comme eux, gagner de l'argent et vivre en maillot, quoi. Après, peut-être c'est notre faute aussi qu'on montre pas trop le boulot derrière. On essaye parfois d'expliquer parce que c'est juste quand on regarde notre compte, qu'on nous suit, on voit mais ils sont tout le temps en train de voyager. On voit que le positif, que le beau, que le rêve, les paillettes. Je reçois parfois des messages, mais vous travaillez jamais, vous faites quoi et tout. Les gens ils peuvent pas imaginer qu'en fait voilà on a 2 entreprises et qu'on passe des heures et des heures devant un ordinateur pour que tout ça, ça puisse devenir réalité après devant la caméra. Et que parfois, on est juste que même en voyage. Il faut venir s'embêter à faire des interviews avec Cyril. Ça, c'est compliqué, je suis d'accord. Merci d'avoir accepté sous la contrainte, parce que... Donc voilà, même pendant un voyage, parfois, à 2h du matin, on est là au lit en train de bosser, pendant que normalement, c'est un voyage juste pour le plaisir, on s'est recouché. Après, je pense que les gens font la comparaison par rapport à leur métier, où ils se disent, j'ai un travail de bureau, par exemple. Donc forcément, c'est pas aussi fun peut-être que ce que vous pouvez faire. Mais par contre, eux, ça commence à 1h, ça finit à 1h, et ils ont un côté vie privée. Ce qui pour vous
se mélangent, s'interconnectent entre boulot, Non, mais tu peux perso, comparer. Moi, je peux comparer un peu ce qu'on fait avec un chanteur ou avec un acteur ou avec un athlète. C'est-à-dire que ils vivent de leur passion aussi. Et leur boulot s'arrête pas vraiment. Quand un acteur part tourner, c'est pendant 3 mois non-stop ou 4 mois, il shoot, il tourne le film. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit juste le film qui dure 1h30 à la télé et on se dit non mais sa vie elle est incroyable. Il a fait 10 minutes de film et il est tranquille. Voilà, on a vu 10 minutes dans le film et il fait les tapis rouges, il est à Cannes, il est à Deauville, sauf que derrière, il a peut-être galéré pendant 10 ans ou pendant 20 ans et il y a du boulot, il y a du boulot. Bon, c'est un métier artistique. Donc c'est vrai que tout ce qui est métier artistique fait un peu rêver les gens et en même temps c'est énormément de travail pour arriver à ce résultat. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Non mais c'est très bien, je suis content. Et alors une dernière question, parce qu'il faut bien finir à un moment donné. Est-ce que vous auriez un nom qui vous vient en tête d'influenceur idéalement pour que je puisse podcaster après vous ? Quelqu'un que je connais pas ou que je dois découvrir, absolument. Tu connais pas. Ou que je connais, évidemment. Tu dois connaître tu connais tout le monde, Cyril. Non, mais moi, c'est pas un influenceur, mais moi, je serais curieux de t'interviewer à toi. Ou que tu t'auto-interviewes. Parce que... je trouve ça hyper bien. Parce que tu as interviewé une vingtaine ou une quinzaine de personnes jusqu'à présent. Et surtout avec toute ta connaissance. Parce que toi, tu es dans le milieu depuis aussi plus longtemps que nous-mêmes. Donc ça pourrait être intéressant. Écoute, je note ton invitation pour m'inviter dans ton podcast chez moi. Non, ou toi-même. Le schizo Cyril qui s'interviewe. Alors, ça pourrait même être très drôle. Je te propose, tu écris les questions et tu me fais mon podcast. Bon, écoute, tu peux demander à tes anciens invités de t'envoyer des questions et du coup tu répondras. Là je vois, déjà dans ta tête ça cogite. Intéressant. Ouais, ça cogite. Là ça cogite. J'aime bien le concept. L'auto-podcast. J'aime beaucoup. L'auto-podcast. Bon, merci à vous deux, à vous trois, à vous quatre. 3,5. Ouais. Et puis je vous souhaite le meilleur, plein de voyages, une belle grossesse. Cyril. Et puis, on se voit très vite, du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Cyril. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.